Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie, l'émission de la librairie 1.1 en partenariat avec Radio Le Dev. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. La librairie 1.1 se fait le plaisir avec l'événement du jour pour le retour de Gaston. Rien à voir avec l'album dessiné par Delaf. Le retour de la gaffe. Puisqu'il s'agit de votre tour à la librairie 1.1 et là, il n'a pas fallu attendre 25 ans pour vous faire revenir, puisqu'il s'agit exactement de 25 semaines et 63 jours. Car Gaston, c'est votre nom sous lequel vous dessinez, même si la gaffe, vous l'avez aussi dans la peau. Alain Gaston Rémy, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous avez travaillé aux éditions Vent d'Ouest, Albin Michel, Soleil, Orphée, Jungle, et aussi avec la boîte à bulles, et aujourd'hui avec Delcourt pour votre nouvelle bande dessinée, Renaud, né sous le signe de l'Hexagone, scénarisée par Bertrand Dical. Alors vous nous avez fait l'honneur de venir le vendredi 7 avril 2023 pour la présentation de votre album Sur la tête de mon père, une biographie sur un chanteur. Aujourd'hui, vous revenez pour présenter une biographie sur un chanteur. Qui n'est pas mon père, contrairement à ce que les étudiants de tout à l'heure croyaient. Ouais. Alors, parler de chanteur, n'est-ce pas aussi une histoire populaire de la France ? C'est les questions ? Ouais, je commence. Je peux commencer à répondre à la question. Oui ? Super. Alors, c'est pas mal. On va y aller, là. Tu avais dit une demi-heure. Là, alors, des lapins crétins au chanteur Renaud, vous avez suivi La Lune jaune. Oui. D'où est venue l'idée d'écrire une biographie du chanteur ? Comment êtes-vous tombé dans le projet de Renaud, né sous le signe de l'Hexagone ? Donc je réponds sérieusement à tout ça là maintenant. Okay. Comme vous voulez. Eh bien, le projet, c'est parce que moi, je suis fan du chanteur depuis longtemps. C'est vrai que pour répondre à la question à laquelle j'ai mal répondu juste avant, oui, c'est vrai que ça fait partie de l'histoire, que c'est un chansonnier, il est dans la tradition des chansonniers. Donc c'est quelqu'un qui a chanté chaque époque de la France. Il va fêter ses 50 ans de chansons l'année prochaine. Donc il a décrit 50 ans de la vie française, donc de mai 68 jusqu'à aujourd'hui, en passant par Mitterrand, par l'Éthiopie, par plein de choses. Et donc oui, c'est vrai que si on regarde la discographie de Renaud, ça couvre toute notre vie, quoi. Alors page 279. Oui. Ouais. Bertrand Dical a-t-il vraiment trouvé vos dessins moches ? Non. Il était. Ça, c'est moi. Je fais une espèce de complexe de l'imposteur depuis toujours, en me disant non, mais moi j'ai pas à faire un livre comme ça. Renaud, c'est trop important, c'est trop. Ce qui est vrai, d'ailleurs, que c'est un poids, c'est une responsabilité. Et que je me disais, non, c'est une vanne. Non, il aimait bien mes dessins. Puis quand je voyais comment il dessinait, je lui disais, non, tais-toi. Après, ce sont des gens, Renaud comme Bertrand, qui ont une grande culture de BD. Donc, c'est vrai qu'ils peuvent comparer et puis qu'on trouve toujours mieux que soi. Surtout dans des librairies comme celle-là, par exemple. Cet album commence par un concert de l'actuelle tournée du chanteur, Renaud, et alterne entre biographie du chanteur et un peu de la vôtre. En tant que fan, comment avez-vous travaillé le découpage et le rythme de cet album de plus de 300 pages ? Bertrand, on a découpé vraiment, on a fait ça de façon mathématique, un peu. C'est-à-dire qu'on disait, il y a plusieurs périodes... Il y a plusieurs périodes dans la carrière de Renaud, comme il y a beaucoup de périodes dans la vie de n'importe qui, en fait. Et que du coup, on s'est dit, voilà, on a vraiment découpé en disant il faut que telle partie fasse tant de pages. Parce qu'au début, le bouquin devait faire 200, 250, puis en fait, on a débordé allègrement. Et donc, Bertrand, il écrivait des chapitres, moi, je les illustrais. Je passais par la phase de storyboard parce que lui, c'est pas un dessinateur de BD à l'arrivée, même s'il a vite compris les mécanismes de la BD. Et moi, je faisais les interchapitres justement avec les chapitres fan zone pour faire la liaison entre une fin de chapitre et un nouveau chapitre. Donc en plus du texte de Bertrand Dical, vous avez rajouté votre point de vue de fan. Vous dites qu'être fan, c'est choisir sa religion et son idole. C'est quoi donc le sacerdoce du dessinateur sur l'étude de son idole ? Vous avez compris la question, vous ? J'en ai toujours eu comme ça. Alors, le sacerdoce de dessinateur face... Oui. Oui, ouais.
Non. C'était la recherche des documents, quelque chose un peu plus basique. Ah, ben, la recherche de documents, mais aussi des choses plus basiques. Ouais. C'est bien, j'ai fait comme il fallait. Non, c'est sûr, il faut travailler la doc beaucoup. Hein. C'est-à-dire que quand on décrit un lieu, quand on décrit quelque chose, il faut que ce soit documenté. Quand on parle de l'endroit où il a vécu, ben, il faut que ce soit le véritable lieu. Les fringues, les costumes. Oui. Ah, le sacerdoce. Ah oui, mais c'est un sacerdoce. La question est un sacerdoce. Non, il faut... Alors, mais il y a beaucoup de docs partout dans Internet, machin, mais c'est vrai que comme un bouquin d'histoire, faut pas se planter, faut mettre les bons véhicules. Alors des fois, je me faisais retoquer parce que je dessinais un musicien qui prenait la guitare du mauvais côté, qui jouait comme un gaucher, ou le piano à queue qui a une forme très particulière avec... On s'est fait chier des fois avec les cordes bien alignées, etc. Des fois, il fallait chercher le bateau de Renault, il fallait chercher de la doc pour que ce soit le bon bateau. Donc c'est... Mais ça, on est obligé, quoi. Quand on fait un truc un peu historique, on est obligé. Et par exemple, pour documenter la période de Renaud sur son fameux concert à Moscou, ouais. Renaud était en concert à Moscou, et au moment d'une certaine chanson, à partir du moment où il traite les Russes de gens pas bien, eh bien, le public en entier s'en va. Et depuis ce jour-là, ça a déclenché un comportement assez étrange du chanteur. Et les planches, vous avez travaillé comment pour restituer cette paranoïa en fait du chanteur? Eh ben, il y a des images d'archives de ça. Il y a vraiment tout un film qui a été tourné en coulisses. Et puis après, il y a Google Earth. C'est vachement bien Google Earth parce qu'on va n'importe où dans le monde. On place la caméra où on veut. On a le lieu vu de haut. On peut baisser la caméra. C'est super, Google Earth. C'est une bénédiction pour les dessinateurs parce qu'on a tous les décors sous l'angle qu'on veut. Et le travail pour la restitution de cette ambiance très particulière là, de cette paranoïa, il y a quand même un trait, un graphisme, un environnement que vous avez constitué. Comment vous l'avez cherché et construit pour faire ça? Bah, en fait, on a mis du rouge. C'est-à-dire qu'en gros, quand il est pris... C'est un boulot facile, en fait. C'est un boulot facile. C'est pas moi qui le fais, c'est la coloriste. Alors, c'est encore plus facile. Mais par exemple, les séquences où Renaud, il est pris par sa paranoïa, parce que quand même que je vous explique que le problème de Renaud, qu'on connaît, c'est l'alcoolisme. Mais le vrai problème, c'est la paranoïa qui est due à cette anecdote. C'est-à-dire qu'il y a eu un tel choc à ce moment-là pour lui. D'autres l'auraient bien supporté, mais pas lui. Et ça a été un tel choc il a eu une forme de paranoïa qui est assez courante en fait, qui est une paranoïa sélective, c'est-à-dire qu'on est paranoïaque sur un sujet. Et on n'a pas peur que... lui, il avait peur, Renaud, il avait peur de se faire assassiner par le KGB. En gros, la paranoïa qui l'a suivi, c'est celle-là. Mais il est paranoïaque que de ça. Il n'a pas peur de se faire taper dans la rue ou qu'on le vole ou que n'importe quoi. C'est vraiment orienté là-dessus. Et apparemment, c'est assez fréquent. Et en fait, l'alcool, le KGB un peu moins, maintenant ça s'appelle autrement. Mais en fait, l'alcool est un anxiolytique. Donc c'est la seule chose qui calme la paranoïa. Mais le problème avec l'alcool, quand on en boit beaucoup, c'est l'alcoolisme. Donc il est devenu alcoolique à cause de ça. Et la dépression, elle découle de cet alcoolisme, plus de la paranoïa, plus sans doute un succès qui est arrivé beaucoup trop tôt. Et pour l'utilisation des différents moments, vous utilisez parfois des gimmicks. Moi, j'aime bien celui où on voit Renaud accoudé au comptoir, enfin plutôt à une table de bistrot. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Et d'autres utilisés. Et vous l'expliquiez tout à l'heure face aux étudiants, mais celle où le temps passe et Renaud écrit des chansons dans son appartement à Paris, où il est assis sur des toilettes, ou ses toilettes. Ça montre aussi le temps qui passe, mais c'est aussi une anecdote réelle. Pouvez-vous en parler d'où vous avez issu cette Stéphane, case? qui est très caca à pipi, a noté évidemment cette image de Renaud en train d'écrire et d'enregistrer, surtout assis sur ses chiottes. J'en tire aucune conclusion concernant Stéphane. Par contre, concernant Renaud, il a enregistré dans ses chiottes, en fait, parce que c'est là où il y a le meilleur son.
c'est là qu'il y avait la meilleure sonorité, parce qu'à un moment donné, il a écrit un album, je crois que c'était à la Belle de Mai. Il ne voulait pas sortir de chez lui, donc il y a tout le staff qui est venu, qui a envahi son appartement, ils ont enregistré l'album. Et toutes les voix ont été enregistrées dans les chiottes. Les planches intitulées L'éléphant et la bibine. Ouais. Je sais que c'est une planche que vous appréciez tout particulièrement, qui a créé une ambiance bien différente dans l'album. D'où vient ce changement de décor et cette volonté de mettre ces pages au milieu de cet album? Donc je vais dire la même chose que je dis avec les étudiants, c'est bien? Plus fort. Plus fort, ok. Non, il y a 4 pages spéciales. C'était un caprice de Bertrand. C'est pas mes planches préférées. C'est des pages, il voulait les faire un petit peu à l'ancienne, à la façon de l'oncle Paul, avec une typo très pas belle, avec des couleurs très pas belles. Et j'ai réussi à faire des pages très pas belles. Donc il était curieusement très pas super content, et moi non plus. Donc heureusement, on n'a pas fait tout l'album comme ça, parce que ça a été une sinécure, une sacerdoce. Et une page désacralise l'idole, ou plus simplement les gens que l'on admire. Et vous dites, page 214, parce que c'est une fan zone. Il faut savoir s'en éloigner pour ne pas sombrer dans la noirceur de cette ombre, où, à l'ombre des grands arbres, rien ne pousse, en référence à votre père. J'ai écrit ça, moi. Oui. Et à Renaud. C'est quand qu'on va où quand on marche à l'ombre? Alors, c'est vrai que là, moi qui suis amené à côtoyer un petit peu plus près le personnage, je me rends compte que ne faut pas s'approcher trop près. C'est comme Icare, il ne faut pas s'approcher trop près de la lumière, mais l'ombre, il ne faut pas trop s'en approcher non plus. Et puis là, le dessin, c'est aussi que je compare l'arbre à une bouteille, parce que voilà, quand on rencontre quelqu'un, on rencontre ses démons aussi, et puis on n'a pas trop forcément envie de s'en approcher pour pas être... Parce que je disais souvent, quand on rencontre des gens qu'on admire, on n'a pas envie de décevoir la personne, mais on n'a pas envie d'être déçu par la personne aussi. Donc moi je pense qu'il faut garder une distance un peu, ne pas vouloir forcément rester dans le premier cercle. Donc ça c'est une page fan zone où vous y mettez du vôtre. Là il y a les 2 arbres qui sont les 2 piliers, semble-t-il, de cette bande dessinée qui sont... Mon papa et puis mon Renaud, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, je me rappelle bien quand même. Oui, les deux, c'est ça, on est cerné par des grandes personnes, des grands arbres. Et d'ailleurs, je dis souvent, même dans la BD, il y a les petits dessinateurs, il y a les grands dessinateurs, enfin les petits artistes, les grands artistes, mais les petits font le terreau des grands aussi. Il n'y aurait pas les grands s'il n'y avait pas les petits. Et dans cet album, il est partagé donc en différentes zones. Vous l'aviez dit au début, entre le texte de la biographie de Renaud et les pages fan zone. Qu'est-ce que vous y avez mis pour de personnel dans sa construction de ces pages, de ces fan zones? De l'amour et de l'humour. Voilà, en gros, c'est ça. Il y a un côté très historique avec ce que raconte... tout ce que raconte Bertrand, qui est super documenté, qui étonne même les purs fans qui découvrent quand même des choses, qui découvrent pas mal de choses. D'ailleurs, je soupçonne qu'ils ont l'impression de découvrir des choses, mais en fait, ils les découvrent pas tant que ça, c'est surtout qu'ils les voient. Il y a des adresses, des lieux qu'ils n'imaginent pas, et que, voilà. Moi, ce que je rajoute, c'est des choses personnelles, mais moi, j'estime que je suis le représentant des fans un peu. Au-delà d'un fan moi-même, je représente ce que les autres, quoi, ceux qui ont vieilli en même temps. D'ailleurs, j'ai souvent des rappels sur les toutes premières pages qui se passent pendant le concert, où on rentre dans le concert, et puis là, on découvre les fans qu'ils ont vieilli, qu'ils ont pris du bide, qu'ils ont toujours leur foulard rouge, que des fois, ils sont un peu presque pathétiques comme ça, mais voilà, et ils se marrent en lisant ça, mais parce que ils se reconnaissent, on parle d'eux, et puis ils ont grandi avec. Donc moi, j'estime que je suis un petit peu leur représentant, en fait. Et puis vu les... Puis après, c'est vrai qu'il y a de l'amour, de l'admiration un peu, mais que c'est ça qui fait que le bouquin, apparemment, a été un peu remarqué par les médias. Ils notent ce truc-là. Toujours en mettant aussi à distance votre position de fan, en disant je veux bien aussi, mais... quand même vous en protéger de cette proximité avec votre idole? Oui. Alors vous êtes né au Maroc, ouais. De parents vadrouilles. Votre regard de la France se fait entre Rabbi Jacob, Belmondo, Laboum, Pif Gadget, Casimir. Quelle image vient perturber les sons de Renaud
ont-ils fait écho lorsque vous êtes arrivé en France à l'âge de... À 18 ans. Non, mais en fait, moi, je rêvais quand je vivais à l'étranger. Ah, alors, quand on vivait dans le pays, là-bas, bon, on rêvait de la France. Mais moi, je rêvais une France, mais moi, c'est la France de Renault dont je rêvais. Je disais, ça doit être bien, il y a des mobylettes, il y a des HLM, on se bat à coups de chaîne de tronçonneuse, ça doit être un trop beau pays. Et, c'est l'Argentine, les tronçonneuses. Les chaînes de vélo, quoi. Et quand je suis arrivé en France, effectivement, j'ai été attiré par mes copains qui vivaient dans les HLM, dans les cités, et qui m'ont fait découvrir le hashish, alors qu'au Maroc, il y en a plein, là-bas, il n'y a pas besoin de faire toute la distance. Et donc voilà, c'était une bonne entrée en matière pour le pays. Alors vous avez croisé Renault plusieurs fois, que vous racontez par petites touches dans l'album. À Orange la première fois, après page 211, pardon, une deuxième fois. Ouais. Et c'était essentiellement dans la caravane des quartiers. C'est ça. C'est ça. Et à chaque fois de façon très imprévue, comment s'est déroulée la rencontre pour préparer cette bio ? Alors ça s'est passé en plusieurs temps. D'abord, il a fallu informer l'artiste qu'on faisait le bouquin. Parce que moi, ça m'emmerdait de faire on n'était pas tout à fait d'accord avec Bertrand. Lui, il disait, quand on fait une bio sur quelqu'un, il ne faut pas lui dire. Moi, ça m'emmerdait quand même un peu. Bref, on lui a fait savoir que machin. Alors, on n'a pas eu trop de réactions au début. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui l'ont sollicité ou qui l'ont informé de choses comme ça qui ne se sont jamais produites. Après, quand le projet a été plus avancé, je suis tombé dans un traquenard. En fait, c'est son assistant que j'étais allé voir à l'Île-sur-Sorgue qui avait organisé un rendez-vous avec Renault et je ne savais pas. Et j'étais allé le voir pour raconter un bout une fan zone et il m'a dit il y a Renault qui veut te voir, il va te voir tout à l'heure. Donc j'étais pas super tranquille. Et en fait, ça s'est super bien passé, il a été super sympa et c'est là qu'il m'a dit d'entrée, pas de censure, il n'y aura pas de censure. Ah bon, ça c'était déjà quelque part une validation, enfin déjà un peu, pas une carte blanche, mais une preuve de confiance. Et puis bon, on a passé peu de temps ensemble ce jour-là, mais j'étais très content, c'était chaleureux, puis surtout il nous a sorti ça, qui d'ailleurs est en cul d'album là. Et puis voilà, et puis après, en fait ça s'est passé beaucoup, après une fois que pendant qu'on faisait le livre, quand même, au moment où le livre est sorti, on a quand même eu un mail de Lolita, sa fille, qui nous disait « Oui, mais montrez-nous ce que vous avez fait, parce que moi, je veux vérifier quand même que vous n'avez pas fait de conneries. » Alors, il n'y a pas de censure, mais Lolita, elle a voulu lire. Et donc, on a filé le truc à Lolita, qui a fait une série de remarques, pas de coups de ciseaux, rien du tout, mais qui a fait une série de remarques qui allaient dans le sens du bouquin. Elle les a fait valider par son père. Et après, ils nous ont renvoyé un long mail où il y avait tout un tas de petites choses qu'il fallait corriger, qu'il fallait repréciser. C'était plus sur la précision de biographie ou sur des erreurs, des dates, voilà, c'était sur des dates, puis sur des inexactitudes. Par exemple, à un moment donné, j'ai dessiné la rencontre entre Patrick Devers et Renault, et puis j'ai dessiné en train de rouler un pétard, puis de le fumer. Et Lolita m'a dit, mais Renault n'a jamais fumé de pétard. Donc voilà, tout ça, il fallait le changer parce que c'est important, hein, il n'y a pas toutes les défonces quand même. Et après, il y avait eu des détails aussi sur un point alors, qui était un petit peu délicat, c'était sur le rapport des parents et grands-parents de Renault avec l'occupation et le Parti communiste, l'URSS. Et en fait, ce qui s'est passé en URSS avec le fameux concert avait un écho à la génération d'avant. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais si vous voulez, il y a des répercussions, il y a des redites. Donc ça a été de cet ordre-là, jusqu'à ce que... Et puis après, quand ils nous ont filé les trucs, ça voulait dire que si vous corrigez ce qu'on vous dit, vous pouvez y aller. Et donc, on l'a fait. Et vous êtes rapproché d'eux pour obtenir des documents particuliers, des photos, des images Pas du tout. On les a. Dans l'appartement. Ils voulaient pas. Ils disaient, nous, on valide le truc, mais on veut pas participer. C'est votre projet. C'était très clair. Et ils voulaient pas s'associer à la communication. D'entrée, ils nous l'ont dit. Ils ont dit, c'est votre projet, vous le faites. Nous, on n'est pas partie prenante.
Mais aujourd'hui, ils adorent le projet, donc bon, mission accomplie. Alors l'humour transparaît toujours dans vos albums. La période de Renaud est marquée par celui libérateur incarné par des proches, Coluche, les Guignols de l'info, Harakiri, Charlie Hebdo. Si l'humour est le reflet de son époque, quel est celui de la nôtre? Le pessimisme, le pessimisme, la peur. Les gens ont peur. Je trouve que les gens, ils ont la trouille de plein de trucs et que ça... Et ils ont, voilà, je ne peux pas résumer les choses autrement. Après, moi, je trouve que face à la peur, le pessimisme, c'est le réflexe que tout le monde a et que l'optimisme est un combat. On peut être lucide et se dire oui, mais ça va aller mieux. Et du coup, c'est un combat d'être optimiste. Mais voilà, les gens, ils ont peur. Et vous, comment travaillez-vous l'humour dans les pages? Parce qu'il y en a qui apparaissent au-delà des pages fanzone. Ouais. Comment ça vient? Est-ce que c'est un appui par rapport au texte de Dical ou c'est le vôtre, vos propres interprétations des... Moi, j'ai l'impression que si c'est pas un peu drôle, les gens vont se faire chier, quoi, en gros. Alors, j'ai l'impression que mettre de l'humour, c'est toujours plus léger. Ça permet toujours de... Alors, il y a l'humour et il y a l'esprit. C'est pas tout à fait la même chose. L'esprit, c'est quelque chose de plus délicat, il faut être un peu plus... Et comment ça se travaille, ça? C'est une nature, je crois. C'est comme là, je parle sérieusement, et puis il me dit une connerie de temps en temps. Bah, finalement, c'est la même chose. J'ai pas entendu. Les conneries de temps en temps, tu vas réécouter, tu vas voir. Alors, indépendamment du fan que vous êtes, qu'est-ce que cela fait de croquer une idole dans toutes les bulles? Il n'y a pas un risque d'indigestion? Ben non. Non, je lui ai fait une dédicace d'ailleurs qui disait ça. Je disais que lui, il était dans ma vie depuis 40 ans, alors que moi, je pouvais bien être dans la sienne pendant 2. Donc, en fait, non. Puis c'est une histoire. À 2 ans, ça passe vite, c'est pas grand-chose. Donc, puis je suis content des conséquences qu'il y a eu, de les rencontres qu'il y a eu depuis. Donc, non, mais bon, il va être temps de passer à autre chose après. Donc, ça représente un travail de 2 ans. En gros, ouais. Pour 330 pages. C'est ça, donc tu fais une règle de 3, ça fait combien de tours, en enlevant les week-ends et tout. Voilà, ouais, pas mal. Ouais. Est-ce que BDiste reste toujours un mot de merde, page 250 en référence? Ouais, je trouve que c'est pas un très joli mot, BDiste. Mais je trouve qu'auteur de BD, c'est un peu prétentieux aussi. Alors je sais pas comment il faudrait dire, mais dessinateur, auteur, j'en sais rien. Voilà, parce que je... Artiste. Hein? C'est vague, artiste. Et puis artiste, c'est pas tout à fait ça. C'est un métier artistique, mais je trouve pas que dessinateur, c'est des auteurs, c'est plus proche d'écrivains, c'est plus de l'artisanat. Et pour moi, les artistes, c'est les mecs qui vont dans des galeries et qui mettent des statues ou des tableaux ou qui vont vendre un truc. Mais après, chacun met le mot qu'il veut là derrière. Hein. Un cuisinier, ça peut être un artiste aussi. Alors, comment vous avez travaillé avec Bertrand Dical? C'est-à-dire que c'est lui qui a proposé le scénario, vous avez échangé, comment ça s'est construit au fur et à mesure? Au tout début ou pendant? Les deux. Au tout début, c'est moi qui ai proposé le sujet de Renaud, grâce à la dame que voici là, qui me disait mais tu devrais faire une BD sur Renaud, gna gna gna. Moi je disais mais non, laisse-moi tranquille, je vais te taper. Et puis mais le jour où on voulait faire un autre projet, le projet a foiré et Bertrand est revenu vers moi et moi j'ai dit si on faisait Renaud. Et en fait, tout le monde est parti dessus, Delcourt, et on est parti sur le projet. Après, par la suite, il a fallu que je le forme un petit peu au b.a-ba de la BD. Mais comme c'est quelqu'un qui est très intelligent, Bertrand, et qui a l'habitude de l'écrire, en fait, il s'y est très vite fait. Il avait lu beaucoup de BD, donc il m'envoyait les textes écrits. Et moi, je mettais en storyboard dans un premier temps, et après en image dans un deuxième temps, comme une donc ça s'est travaillé planche par planche, au fur et à mesure, les chapitre textes par chapitre plutôt. C'était plutôt 10 pages par 10 pages. Il fallait, des fois, on discutait en disant, mais là, c'est trop, il y a trop de pages, il faut réduire, ou là, tu as oublié de parler de ça. Et donc... Et comment vous avez construit ça? Parce qu'au début, vous parliez du rythme que vous construisiez sur l'ensemble, la répartition des pages
à chacun des chapitres. Donc ça, c'était anticipé, puis après, au fur et à mesure, il donnait le scénario. On fait un plan, on dit voilà, là, dans la vie, il y a ça, 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 ça. Il faut qu'à l'arrivée, ça fasse 200 pages. Donc après, on répartit en fonction de l'importance. On dit, là, ce chapitre-là, il faut qu'il fasse 10 pages, celui-là, il faut qu'il en fasse 20, ça, il faut qu'il en fasse 10, et puis on tombera à peu près sur nos pieds. Et puis, il fallait rester un petit peu dans ce canevas-là. Il savait que pour raconter telle partie... Et on savait qu'il y avait ce canevas, et puis qu'il ne fallait pas trop dépasser de ce canevas, parce que sinon, on allait déborder en nombre de pages. Et ça ne nous a pas empêché de déborder en nombre de pages. On est allé, on a fait 50 de trop. Quand j'ai déjà une idée, le jour où Renaud va nous quitter, je sais déjà ce que je vais faire. Et Delcourt ne posait pas de problème sur la pagination, c'est-à-dire qu'il ne vous a pas donné une limite en disant ce ne sera pas... Non, pas de limite. On savait qu'on était... Sans, ils savent toujours que ça va déborder en temps, que le nombre de pages, c'est pas exactement ça. C'est pas une science exacte, hein, le canevas. Du moment que c'est un multiple de 8, ça va. Pourquoi un multiple de 8 ? Parce que c'est des cahiers qui sont divisés, c'est des cahiers de grandes pages qui sont pliés, divisés en 8 et qui composent les différents cahiers du bouquin. Parce que cette page est homothétique de la grande feuille qui est pliée en 8. Sinon voilà, j'ai essayé d'être clair et lui, il a tout embrouillé. Vous dites de vos dessins qu'ils sont moches. Renaud dit qu'il a une voix de merde. On était fait pour s'entendre. Cet album touche-t-il par ce qu'il a d'universel, c'est-à-dire la trace qu'on laissera de façon à repousser la mort, être vivant et encore un peu debout, bref, chanter même sans voix? C'est pas à moi de répondre à cette question, c'est aux autres de... On fait un truc et les gens, ils s'accaparent et ils en font... Un livre ou un disque, il est entre nos mains tant qu'on ne l'a pas fait. Une fois qu'il est fait, il a sa vie et on ne sait pas quelle va être sa vie, comment les gens vont l'accaparer, le recevoir, on ne sait pas. Après, ça nous dépasse, on n'a plus aucun pouvoir dessus. Pourtant, cet album a la particularité de se dérouler pendant la tournée de concert de Renaud. Au début, il y a du concert, à la fin, il y a du concert. Vous avez dessiné entre les deux et la BD vit aussi entre les deux, donc vous avez déjà des retours. Oui, bien sûr. Et puis pour ce qui est du concert, en fait, ça s'est fait après. Pendant qu'on faisait le bouquin, il y a la tournée qui s'est mise en place. Donc, moi, il m'est venu à l'idée de me dire, on va commencer avec le mec qui va voir le concert, qui voit le gars sur scène, et puis qui commence à réfléchir, alors ce mec, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Ça me paraissait un bon contexte d'intro et de conclusion. Et donc, ça c'est très bien tombé que le bouquin sorte pendant la tournée. En plus, la tournée va durer encore 1 an. Donc, on n'a pas fait exprès d'être d'actualité à ce point-là. Mais ça tombe très bien. En plus, ce bouquin, il va être en vente pendant les concerts maintenant. Donc, la boucle se boucle à l'infini. La BD a peut-être déclenché l'envie de concert de Renaud. Non, quand même pas. Non. Vous dites quasiment à la fin, c'est d'une des dernières planches qui est assez touchante, pas l'envie de faire partie de ses proches. Mm-hmm. Une fois de plus, en quittant la salle, je me demande si ce n'est pas la dernière fois que je le vois. Est-ce pour éviter la tristesse d'accompagner la fin d'un proche ou simplement le détachement nécessaire pour faire de cette BD le juste équilibre entre l'hommage et le témoignage? Les deux, clairement les deux. Alors j'ai cherché une boucle pour essayer de conclure cette interview. Et est-ce que, comme Tronchet, qui a cherché et trouvé le chanteur perdu... Tiens, alors voilà celui-là. Avez-vous, vous aussi, cherché et trouvé un chanteur perdu? Ouais. Est-ce que vous vous êtes mis dans la tête de Tronchet et pensé à sa quête au moment où il a fait sa BD? Alors, je ne vais pas me mettre de la tête de Tronchet parce que c'est dangereux. Hein, c'est tout pourri dedans, c'est plein de trucs, machin. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, il y a une histoire d'être sur les traces des chanteurs de son enfance, mais ça rejoint un peu les bouquins sur les parents ou des trucs. C'est qu'à un moment donné, on a envie de regarder derrière et puis finalement, quelque part, de dire merci aux gens qui nous ont aidés à grandir. Hein. Alors, pour expliquer un petit peu pour ceux qui n'ont pas suivi, la recherche du chanteur, enfin le chanteur perdu dessiné par Tronchet et scénarisé, c'est le chanteur perdu, c'est le père de Gaston. Donc c'est rigolo. Ouais, c'est un sac de nœuds. Tronchet a fait une BD sur mon père, moi j'ai fait une BD sur mon père aussi. Et Tronchet se croise dans la BD sur la tête de mon père. C'est ça, c'est une grosse mise en abîme, un gros sac de nœuds, quoi. Donc vous aimez bien les mises en abîme, en fait. Ouais, j'aime bien, ouais, sympa. Donc quelle est la prochaine bio que vous allez faire, puisque entre celle de votre mère, de votre père, du chanteur,
Il y a peut-être d'autres pistes qui sont faites dessus. Parce Ouais. que vous êtes lancé sur une lignée, ça y est. Ah bah oui, moi je vais être le Bertrand Dical de la BD maintenant que lui il fait des chanteurs. Alors oui, il y a 2 projets. Il y a un projet avec Delcourt de l'histoire du rap. Alors, ça va pas concerner tout le monde, mais toute l'histoire du rap qui a 50 ans là maintenant. Donc il y a vraiment tout un de IAM jusqu'à Big Flo et Oli. C'est vraiment c'est pas forcément la musique que j'écoute moi, mais en tout cas son histoire est très riche. Et puis ça va être pour les un peu plus jeunes, et pour les un peu plus anciens que Renaud, je voudrais partir de fameux entretien, la fameuse interview qu'il y a eu entre Brel, Brassens, Ferré. La fameuse photo que tout le monde connaît, mais derrière il y a une interview, derrière il y a un contexte dans lequel c'est fait ces photos. Donc je voudrais partir de cette photo, dérouler toute l'interview, raconter des bouts de bio de ces 3 personnes-là. Et ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu demander la permission à tous les ayants droit, donc le journaliste, les ayants droit des 3 autres. Mais voilà, ça m'a permis d'être en liaison avec la fille de Brel, le fils de Ferré et le neveu de Brassens. Donc c'est passionnant de rentrer dans l'histoire, même si c'est juste par mail au début. Et comment ça se construit, ça? C'est-à-dire, c'est vous qui démarchez ou vous faites appel à votre éditeur qui donne les pistes pour construire ce projet? Bah, ça dépend. Le rap, c'est le fruit d'une discussion. Et Brel Brassens, c'est vraiment un truc que je me suis tilté. Je me suis dit, mais il faut raconter ce truc-là parce que c'est un bout d'histoire. Et ce que racontent les 3 là-dedans, et je trouve que c'est super intéressant dans le contexte post-68 et en miroir avec l'époque actuelle. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, qui se diraient plus. Et puis... à l'époque, c'était pas des stars, c'était des vedettes, c'est pas pareil. Donc voilà, c'est intéressant. Puis j'ai bien l'intention d'y mettre un peu mon grain de sel aussi. Pas simplement raconter, mais voilà, être un peu subjectif aussi. Alain, Rémi, Gaston, merci pour vos réponses. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne qui est malade aujourd'hui. Et pour être informé des prochaines rencontres, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre newsletter. Merci et à bientôt.